Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, bonsoir et bienvenue à la Tribune du mardi, ce rendez-vous de tous les mardis qui vous permet de faire le tour des questions d'actualité aussi bien en politique qu'en économie. Et ce soir, nous allons en compagnie d'André Adjo, politologue et chercheur au Centre national de la recherche scientifique et technologique de Libreville au Gabon. Bonsoir. Bonsoir. Donc avec André Adjo, nous allons passer en revue la situation au Sénégal avec notamment le dernier rappel réitéré à l'opposition par le président Macky Sall à dialoguer, mais aussi cette suppression du poste de Premier ministre qui a été validée par l'Assemblée nationale samedi dernier. Nous aurons en ligne de Dakar le professeur Amsatou Sow Sidibé, qui est spécialiste des questions juridiques et également présidente du parti CAR Lénen. Alors, le thème de cette tribune du mardi est quel modèle politique pour les Africains. Vous comprenez que c'est en rapport avec cette décision au Sénégal du président Macky Sall de supprimer le poste de Premier ministre. Sans plus attendre, nous allons tenter de joindre Amsatou Sow Sidibé. Professeur Amsatou Sow Sidibé, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Aziz. Alors, le président Macky Sall avait déjà appelé il y a 2 mois l'opposition à un dialogue. Cet appel a été réitéré par certains canaux autorisés. Est-ce que l'opposition est prête à prendre part à ce dialogue? Je pense que si les conditions de forme sont réunies, l'opposition sera présente. Quand je parle de conditions de forme, je pense à une invitation spéciale et à une acceptation de discuter les termes de référence, parce que l'opposition a son mot à dire sur le déroulement et sur les conditions, le contenu des termes de référence de ce dialogue. Donc, de prime abord, je ne peux pas dire que l'opposition ne sera pas là. Et il y a des membres de l'opposition, des leaders qui ont déjà donné leur accord de principe pour participer à ce qu'on appelle dialogue, que nous préférons nous appeler concertation. Et qu'est-ce que l'opposition pourrait tirer de cette concertation? Vous savez pourquoi je parle de concertation? C'est parce qu'on parle de dialogue. Le pouvoir parle de dialogue. Le pouvoir a initié des activités de dialogue. En une journée ou demi-journée, tous les acteurs ont été réunis. Mais c'était plus de la palabre qu'autre chose. Quand nous parlons de concertation, nous pensons à des discussions franches, sérieuses, approfondies sur des questions spécifiques, les grandes questions nationales. Il y a, par exemple, en matière électorale, toutes ces recommandations qui ont été faites par l'opposition relativement au déroulement des élections. Mais il y a d'autres questions qui ne sont pas politiques, qui ne concernent pas les élections, la question de la gestion des ressources naturelles, la question du pouvoir de l'Assemblée nationale. Il y a énormément de questions. La question de la réforme institutionnelle. Donc, beaucoup de questions. Voilà pourquoi, d'ailleurs, j'ai pensé qu'à la place de dialogue, il fallait parler de concertation, ne pas limiter ces concertations à une journée ou demi-journée de réflexion, mais créer carrément un comité d'observation de la concertation. Ce comité, comprenant des voix autorisées du pays, aurait à assurer le déroulement même
de ces concertations, le déroulement, le suivi, l'évaluation, voir est-ce que les engagements pris par les uns et par les autres sont respectés. Voilà ce que je pense de tout ça. Ça nous permettrait de nous parler en toute franchise, en toute sincérité, pour trouver un consensus dans la gestion du pays. Professeur Amsatou Sow Sidibé, est-ce que le modèle politique qui correspond le mieux aux pays africains est le modèle présidentiel? En tout cas, le régime présidentiel à outrance, sans contrôle de l'action de l'exécutif, je ne pense pas que ça soit la meilleure solution à adopter en Afrique. Nous sommes dans un cadre de démocratie et chacun des acteurs, les forces vives dans leur ensemble, doivent gérer ensemble nos pays. L'exécutif seul et de surcroît le président de la République seul ne peut pas s'arroger l'ensemble des pouvoirs. Il faut un contrôle nécessaire. Il y a une séparation des pouvoirs, mais il faut un contrôle, par exemple, de l'Assemblée nationale sur l'action de l'exécutif. Et quand on parle de l'exécutif, on pense surtout au président de la République. Parce qu'avec la réforme qui vient d'être adoptée au Sénégal, mais c'est le président de la République qui est le véritable homme fort, la personne forte dans tout le pays. Il n'y a plus de premier ministre. Les ministres sont directement responsables devant lui. Alors, l'Assemblée nationale n'a pratiquement plus de droit de contrôle sur l'action de cet exécutif du président de la République. Parce que le président de la République n'est pas responsable, ou en tout cas l'est très peu face à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ne peut plus exercer ce qu'on appelle la motion de censure contre l'exécutif. Alors ça, c'est un problème. Il y a trop de pouvoirs qui sont laissés entre les mains d'une seule personne. Et ça, je ne pense pas que ça soit favorable à l'évolution positive de la démocratie. Merci, professeur Amsatou Sow Sidibé. C'est moi, Aziz, qui vous remercie. Et toutes nos salutations à notre frère Matar Sylla. Des salutations que nous allons transmettre fidèlement, professeur Amsatou Sow Sidibé. Je rappelle que le professeur Amsatou Sow Sidibé est la première femme agrégée en sciences juridiques et politiques du Sénégal. Elle a également été la première femme candidate à l'élection présidentielle de 2012. Encore merci d'avoir été en notre compagnie. Ça va nous permettre de glisser, André Adjo, sur justement le sujet principal de cette émission. Les différents modèles politiques en Afrique sont-ils finalement des modèles qui ne correspondent pas à la réalité? Nous avions, il y a quelques jours, évoqué avant la suppression officielle, avant que l'Assemblée nationale ne se prononce donc sur la suppression du poste de Premier ministre au Sénégal, traité de ce sujet, et Robert Adandé nous présentait la situation. Au Sénégal, tout est en bonne voie pour que le pays ne compte bientôt plus de poste de Premier ministre. Une bonne frange de l'opinion nationale susurre que ce texte passera comme une lettre à la poste. Pour cause, la coalition présidentielle est largement majoritaire dans l'hémicycle, ce qui pourrait garantir l'adoption sans surprise de cette réforme constitutionnelle portant sur la suppression du poste de Premier ministre. En revanche, certains parlementaires issus des rangs de l'opposition n'excluent pas de boycotter le vote, surtout en raison d'un point de la réforme qui fait débat dans leur rang. Il s'agit de celui relatif au pouvoir exceptionnel conféré dans l'article 52 au président de la République en cas de paralysie des institutions.
Certains analystes y voient une façon subtile de laisser au chef de l'État la possibilité de dissoudre l'Assemblée alors que la motion de censure aura disparu. Après l'adoption ce mardi 30 avril par la Commission des lois de l'Assemblée nationale du projet de réforme constitutionnelle qui abrogera le poste de Premier ministre, il s'agira ce week-end pour les députés de passer au vote en plénière. Et il faut noter que 3/5 des votes, soit 115 députés, sont nécessaires pour son adoption définitive. Les députés sont passés au vote, André Adjo, et effectivement, cette suppression a été validée. Si on doit revenir sur cette actualité au Sénégal, est-ce que finalement, cette décision ne cache pas quelque chose? Parce qu'il aurait suffi peut-être au président de la République de prendre un décret qui lui éviterait de nommer un Premier ministre. Oh, le poste de Premier ministre est constitutionnel, donc je ne vois pas comment il aurait pu faire autrement, sinon convoquer, ou du moins son projet, l'envoyer à l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale statue. Il y a aussi l'autre option qui est la question du référendum. Mais ce n'est pas le décret qui règle ce type d'affaires, parce que là, ça touche au texte fondamental. Donc il fallait forcément passer par une révision de la Constitution. Mais là, l'opposition estime qu'il aurait certainement fallu un référendum, demander l'avis des populations. Oui, je crois que c'est... Et en plus, le président de la République, Macky Sall, annonce son projet quelques semaines après l'élection présidentielle. Pourtant, il y a eu tout le temps de la campagne et pendant ce temps, il est resté muet sur cette question et il a comme surpris son peuple, surpris son pays. Je crois qu'il y a eu une forme de maladresse. Il pouvait toutefois rattraper les choses puisque quand il a annoncé son projet, il n'y avait pas d'urgence à proprement parler. Donc il pouvait quand même à ce niveau-là lancer une concertation pour associer le maximum d'acteurs et pour que ce projet-là fasse un peu consensus. Mais là, il y a eu une forme d'urgence et comme il a les leviers nécessaires, le projet est passé. Mais ça laisse quand même un goût amer, des frustrations. Maintenant, les dialogues qui sont convoqués après les frustrations, il faut voir ce que ça donne. Le professeur Amsatou Sow Sidibé s'interrogeait tout à l'heure, en finissant lors de l'entretien, sur l'opportunité de concentrer autant de pouvoir entre les mains du président de la République. Oui, moi je crois qu'il y aura... Le Premier ministre est un collaborateur qui supplée le président de la République dans beaucoup de tâches. Le Premier ministre gère par exemple l'administration. C'est constitutionnel, il est le chef de l'administration. Donc en plus des autres charges que le président de la République a, il gérera aussi directement l'administration. Le Premier ministre fait appliquer les lois. En plus des autres charges que le président de la République a, il se chargera de faire appliquer les lois. Est-ce que ça signifie que le président de la République ne déléguera plus? La délégation était constitutionnelle. Donc, agira-t-on dans un cadre purement informel où il va déléguer à qui et comment ça va se faire, au lieu que cette délégation soit encadrée par la Constitution? Donc, il avait, de ce point de vue-là, la Constitution offrait un bon collaborateur qui pouvait l'aider. Il pouvait différemment utiliser son Premier ministre s'il pense qu'il y a plusieurs échelons qui ne lui permettent pas d'être efficace. Il pouvait différemment utiliser ces échelons pour arriver à l'efficacité. La question c'est, avec toutes les charges qu'il accepte de prendre, comment peut-il être efficace? À lui de résoudre cette équation, il a 5 ans et on observera comment il va se surpasser. Il a pris d'autres charges sur lui parce qu'il cherche à être efficace. C'est une équation que je trouve quand même difficile à résoudre. Mais s'il pense pouvoir avoir de l'énergie nécessaire pour être efficace, nous verrons. Est-ce que c'est
on va dire, l'organisation actuelle au Rwanda, par exemple, le Rwanda qui est un pays envié pour sa réussite économique et pour sa stabilité politique également. Est-ce que c'est ce modèle-là qui inspire et qui donne envie de le reproduire dans certains pays, qui pousserait certains chefs d'État Moi, je crois à prendre exemple? Je crois que le Sénégal a offert à l'Afrique, et peut-être au-delà, mais à l'Afrique d'abord, un bon exemple. Il y a une forme de régularité. Il y a certes un paradoxe qui est celui d'une constitution qui est à chaque fois retouchée, mais qui ne remet pas en cause la stabilité du pays. Maintenant, heureusement qu'ils n'ont pas touché, que le président Macky Sall n'a pas touché aux fondamentaux, je pense au nombre de mandats, etc. Il a réaménagé une pratique du pouvoir, pensant que c'est en concentrant tout à la présidence de la République qu'il va être plus efficace. Mais pour répondre plus directement à votre question, je pense qu'il faut respecter les peuples, il faut respecter leurs aspirations. Je ne crois pas que, même si au Rwanda les choses marchent jusque-là, et je pense que c'est un exemple à saluer, je ne pense pas que les Sénégalais, à proprement parler, soient fascinés par le modèle rwandais, puisque depuis au moins 20 ans, ils ont construit leur propre modèle et ils s'y retrouvent. Donc qu'un seul homme décide, alors qu'il y a 20 ans d'efforts, de réorienter, bien évidemment ce n'est pas le cas, on ne prête même pas à Macky Sall ce type d'intention, mais ce serait vraiment une erreur parce que ça démobilise la nation qui est déjà si bien mobilisée autour d'un projet. Je crois qu'il ne faut pas papillonner quand on... Mais l'autre défi à relever peut-être pour les élites est de vulgariser la Constitution, parce que parmi les populations, très peu de personnes la lisent pour pouvoir la défendre. Bien sûr, ça c'est quand on se projette. Vous savez, il y a deux conceptions de la Constitution. Il y a une constitution, il y a une définition, une conception purement formelle, donc ensemble de règles, ça paraît scolaire, donc c'est le dispositif juridique qui organise la cité. Mais il y a une autre conception dite matérielle de la Constitution, qui est finalement, qui fait de la Constitution l'instrument nécessaire pour la survie de la société. Et j'ai l'impression, pour répondre à votre question, que parfois les dirigeants ont une conception qui est différente de la population, c'est-à-dire purement formelle, managériale, etc. Alors que pour la population, ils y tiennent parce que c'est un principe vital pour l'État. Et ce décalage-là, il faut essayer de le résoudre en rapprochant les points de vue. Maintenant, pour ce qui est de la population, bien évidemment, nous sommes dans des systèmes où les populations n'ont parfois pas lu le préambule, même pas la première phrase du préambule. C'est fâcheux. Comment pouvez-vous défendre quelque chose que vous ne connaissez pas? Or, la Constitution organise la vie de la cité. On a intégré dans la Constitution les droits de l'homme, etc. À qui la faute? À la société, j'ai envie de dire, pour ne pas pointer directement des responsabilités. Je pense que le citoyen doit être responsable à son niveau. Et puis, il y a peut-être l'école. On doit envisager l'apprentissage de la citoyenneté de façon beaucoup plus active. Je pense que pour les élites africaines, elles n'ont aucune envie de voir leur population beaucoup plus lucide, beaucoup plus clairvoyante. Donc, je préfère miser sur la population pour qu'elle se prenne en charge de ce point de vue-là. Peut-être que la société civile devrait également tenir un rôle. Bien sûr, bien sûr. Je pense, effectivement, merci. Ce sont des entités sur lesquelles il faut miser, la société civile, d'autres organisations. Mais l'élite, qui profite parfois d'un système, parfois du statu quo, n'a aucune envie que la population s'approprie la Constitution. Bon, espérons que demain on ait des élites plus modernes, plus progressistes,
qui, bien évidemment, entreprennent ce chantier. Et c'est ce qui fait que ce texte-là soit souvent entouré de mystères. C'est-à-dire qu'on a du mal à comprendre et à saisir l'essentiel. Moi, je crois que c'est une erreur de penser que la Constitution serait la seule. Bien évidemment, il y a une entité, puisque la société doit être organisée, qui est chargée de veiller sur l'application de la Constitution, bien évidemment. Mais la Constitution est d'abord et avant tout l'affaire des peuples. C'est l'affaire des citoyens. Ce sont des règles majeures qui sont consignées dans ce texte, à partir desquelles d'autres règles sont élaborées, qui organisent toute la cité. Donc, comment penser que les citoyens vont croiser Et il faut saluer le Sénégal pour ça. C'est pour ça que je disais que par rapport au modèle rwandais, on a deux modèles. Et il faut que l'Afrique offre de plus en plus de modèles qui finalement font quelque part notre fierté. Les Sénégalais se sont battus, parfois au prix du sang, pour arriver à ce modèle-là. Et je crois que c'est un exemple d'appropriation. Quand je parle du Sénégal, je pense à Y en a marre et à d'autres groupes de la société civile. C'est un exemple d'appropriation citoyenne de ces textes-là. Mais pour éviter les manipulations, il faut d'autres modèles. D'autres verrous dans la Constitution. D'autres verrous dans la Constitution, vous dites. Le citoyen est un verrou, mais il faut d'autres verrous. Est-ce que c'est culturel chez les dirigeants africains de se sentir très fort, puissant et de décider de tout? Est-ce que finalement c'est l'environnement desquels sont issus ces chefs qui les poussent à vouloir autant de pouvoir, à décider de tout? Oui, la question est intéressante. La réponse est évidemment complexe. Vous savez que l'État en Afrique tient sa source du colonialisme. Nous avons hérité des États coloniaux. Dans quelle mesure nous les avons réaménagés pour que ces États-là correspondent à nos aspirations? Parfois, dans certains pays, vous avez l'impression que nous sommes encore restés dans ce schéma où les populations n'existent presque pas. Donc, je n'ai pas envie d'essentialiser la question pour dire que ce sont les Africains qui seraient en difficulté, incapables de comprendre, etc. Non, je pense que ce sont des expériences historiques faussées qui n'ont pas vraiment laissé la place aux citoyens pour qu'ils s'approprient ces choses-là, et notamment leur destin. Ces chefs d'État-là sont donc des opportunistes qui profitent d'une situation qui fait que les populations sont faibles, faiblement organisées, faiblement instruites, et donc... mal informées. Mal informées, et parfois volontairement mal informées, sous-informées. Donc je ne crois pas que ce soit culturel à proprement parler. Puisqu'on parlait du Sénégal, on peut parler du Bénin, même si actuellement il y a une conjoncture un peu difficile que je n'arrive pas encore personnellement à cerner. Mais il y a bien d'autres exemples qui montrent que des chefs d'État peuvent être chefs d'État africains et faire un effort. Justement, on aura l'occasion de dire de consacrer quelques minutes au Bénin tout à l'heure. Vous observerez qu'il y a des partisans du moindre effort parmi nos chefs d'État et c'est souvent des situations de statu quo, etc. etc. Donc, je ne crois pas que ce soit culturel. Il faut convoquer d'autres paramètres pour... Donc, ces paramètres-là sont les paramètres que vous avez évoqués en rapport avec le modèle colonial qui, finalement, a toujours une forte emprise? Oui. Même si, au bout, il faut relativiser parce que ça fait 50, 60 ans d'expérience. Donc, à un moment donné, il faut bien relativiser. Avec un socle qui n'a pas changé. Bien évidemment, c'est ma conviction. Et c'est là où le citoyen doit commencer à faire son travail, s'approprier son espace, s'approprier ses institutions, s'approprier son territoire. Il y a des échelons où la démocratie peut être expérimentée. Démocratie, je mets des guillemets, puisque c'est parfois un terme qui est très contesté,
mais en tout cas l'appropriation citoyenne de tous les dispositifs qui régulent la société, même au niveau des collectivités locales, à ce niveau-là, je ne vois pas les citoyens. Or, les collectivités locales, c'est d'abord les citoyens, c'est d'abord les populations. Les élus locaux sont proches des citoyens. Mais pourquoi les citoyens leur laissent autant de marge de manœuvre pour se plaindre 5 ans après lorsqu'il y a des élections? Finalement, peut-être que les hommes politiques ou bien certains hommes politiques soient parvenus à leur fin en arrivant à désintéresser les gens de la chose politique. La population, en général, les citoyens lambda considèrent que la politique, c'est pour une certaine catégorie de personnes. Bien sûr. Et merci pour le clin d'œil. Moi, j'ai toujours pensé, non pas pour simplement pointer la responsabilité par simple plaisir, mais l'élite africaine, jusque-là, n'est pas à la hauteur des enjeux. On l'attend. Elle a parfois, dans certains pays, il ne faut pas généraliser, du mal à s'amender. Elle est dans des logiques purement personnelles, soutient des personnes au lieu de soutenir des principes. En tout cas, les populations s'en plaignent. Vous avez fait l'école, vous êtes allé voir d'autres expériences, vous êtes revenu, mais on ne vous voit pas, on ne voit rien. Les populations qui, elles-mêmes, n'ont jamais fait l'école se plaignent de ceux qui ont, soi-disant, fait l'école et qui ont le monopole, finalement, de tout, toute la réflexion, etc., etc. Donc, je crois que cette élite-là, dans certains pays, n'est vraiment pas à la hauteur des enjeux. Mais je reviens à la population. Il faut que les populations africaines s'organisent parce que l'Afrique leur appartient. L'Afrique, c'est leur territoire. Les différents pays sont les leurs. Et donc, s'ils ne s'organisent pas, qui fera le job à leur place? Ce job de sentinelle, ce job de balise, ce job de surveillant général, ce sont les populations. Et je parlais tout à l'heure des verrous, notamment multiplier les articles dans la Constitution qui ne doivent jamais être touchés. Mais pour arriver à ne jamais toucher, ou bien à ne toucher la Constitution qu'avec des mains tremblantes, pour reprendre pour paraphraser un célèbre spécialiste des questions politiques, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait avoir affaire à des élites dotées d'une certaine éthique. Bien évidemment, ça compte. Parce que ce sont les élites qui montrent la voie. Et quand cette voie-là est bonne, un peu comme au Rwanda, quels que soient les griefs, la population suit. Elle se mobilise derrière le leadership qui, bien évidemment, montre bien la voie. Mais c'est finalement une affaire de vivre ensemble. Comment nous concevons le vivre ensemble? Est-ce que dans ce vivre ensemble-là, quand on occupe un certain nombre de positions, on a intérêt à introduire de la malice dans sa pratique du pouvoir, de la tricherie? Je crois que c'est une erreur monumentale. Quand vous vous rendez compte des défis auxquels nous avons, nous les Africains, à faire face, la mondialisation, les défis sécuritaires, les défis liés à l'éducation, etc. Est-ce qu'on doit comprendre qu'on est finalement, malheureusement encore, poursuivi par la question coloniale? Parce que les élites sont formées dans ces écoles-là, les élites sont peut-être tentées de reproduire les schémas coloniaux. Oui. Ça veut dire que si au stade où en sont arrivés certains, je pense aux ingénieurs, ils ne sont pas capables de créer puisqu'ils ont appris pour créer, il y a un problème. Ceux qui sont à l'université, ils ont appris pour produire le savoir, conformément aux réalités des pays qui sont les leurs. Et donc, s'il faut citer Max Weber tout le temps, s'il faut citer Kant tout le temps, faire ce qu'un collègue à moi appelait du psittacisme, ça veut dire que l'élite africaine, en gros, ne sert à rien. Mais je ne vais pas pousser jusque-là, elle sert à quelque chose, mais elle doit peut-être revoir et finalement se dire qu'elle est responsable de bien d'aspiration qu'elle doit absolument prendre en compte. Et
c'est pour ça qu'il faut quand même miser sur l'éducation. Et l'offre de formation, faire en sorte qu'elle ne soit plus calquée sur les modèles coloniaux, mais qu'elle donne aux Africains un minimum de fierté, de sentiment de fierté, pour que ces Africains-là se sentent africains chez eux et responsables des peuples lorsqu'ils sont arrivés à un certain stade. Je pense que l'offre de formation est pour beaucoup dans ce manque de confiance en soi, que l'école, formatée comme elle est, n'arrive pas à nous ôter. Ce manque de confiance en soi reste avec nous jusqu'à des niveaux élevés dans notre cursus. Je crois qu'il y a peut-être un effort à faire au niveau de l'école, mais dans bien des pays, cette école est tellement dans une situation déplorable qu'il faut craindre que ce problème-là dure. Et parmi les modèles démocratiques, justement, on se souvient que le Rwanda, nous en parlions tout à l'heure, le Rwanda a pour modèle un pays asiatique, justement, qui inspire le président Paul Kagame et son développement. Quel modèle, finalement, est à même d'aider les pays africains à se développer? Quel modèle politique? Est-ce que c'est finalement avoir à chaque fois à la tête d'un pays, un hyper-président qui prend des décisions fortes pour faire avancer? Est-ce que c'est finalement ce schéma-là qui colle le mieux aux Africains? Je crois que la question est tellement difficile parce que la réponse n'est vraiment pas évidente. On ne peut pas s'improviser médecin ayant trouvé la solution pour l'Afrique, surtout pour des questions aussi complexes. Moi, je vais me réfugier derrière une analyse, mais vous apprécierez. Est-ce que nous avons eu le temps de faire un diagnostic de façon volontaire et, sur la base de ce diagnostic, envisager les solutions qui sont conformes au diagnostic que nous avons fait? Est-ce que le réflexe est celui d'aller systématiquement regarder ce qui se passe ailleurs pour tenter de transplanter, d'en faire des greffes qui malheureusement ne prennent pas toujours parce que ça fait 50 ans on essaye de regarder ce qui se passe ailleurs. On parlait tout à l'heure du système éducatif. Est-ce que nous avons essayé, un tant soit peu, de puiser dans ce que nous sommes, c'est-à-dire notre culture, et y trouver des solutions par rapport à tel mot, peut-être pas des solutions générales, mais commencer à régler mot par les solutions que nous aurions trouvées dans notre culture. Est-ce que nous connaissons même notre propre culture? Quand on sait que l'éducation coloniale est passée par là et nous met parfois en porte-à-faux, en conflit ouvert avec ce que nous sommes, c'est-à-dire notre propre culture. Je pense que la question que vous posez m'interpelle et je crois que c'est par le diagnostic volontaire de tous, pas d'une partie. Je pense que certains s'improvisent champions aux solutions, c'est une erreur. Chacun des Africains a une solution. Et donc, quel est le format qu'on peut mettre en place pour qu'il y ait des discussions et pour que des solutions qui correspondent à l'aspiration de tous ressortent? Je pense qu'en l'espèce, il n'y a pas de modèle pour tous. Chacun doit inventer sa propre voie. Pour les Bantous, par exemple, nous sommes Bantous. À vue d'œil, le modèle qui correspond aux Bantous, c'est un hyper-président, quelqu'un de suffisamment fort et qui impose une ligne de conduite? Non, je ne crois pas. Nous sommes Bantous, mais regardez la diversité des peuples du Gabon, par exemple. J'ai pensé par rapport à ce modèle-là, par rapport à la configuration des peuples du territoire du Gabon, par rapport à ces peuples, j'ai pensé à un modèle transactionnel. Et imaginer les institutions sur la base de ce modèle transactionnel, où les institutions seraient à l'image de ce qu'est le Gabon, c'est-à-dire divers, et intégrer dans la Constitution la question centrale du débat, de la discussion. Et souvent, je rappelle à nos téléspectateurs que vous avez justement fait un travail de recherche intéressant sur le sujet qui pourrait être amené à lire, à découvrir
sur Internet, etc. Vous qui êtes universitaire et chercheur au Gabon, il faudrait un peu plus de concertation, parce que chez les Bantous, il y a de la concertation. Bien sûr. Le modèle bantou que l'on décrit, une personne extrêmement dure, dirigiste, etc. Mais les sociétés qui sont les nôtres, ça c'est une description, j'ai envie de dire un peu colonialiste, des sociétés bantoues. Les sociétés africaines sont ces sociétés de discussion, par essence. Le corps de garde celui qui est le chef n'est simplement là que pour coordonner, animer. Ce n'est pas forcément un fasciste qui frappe à tout va et qui corrige. Je ne pense pas. Vous avez utilisé le bon mot, et ce mot-là, on peut renvoyer ça à des terres qui sont loin d'Afrique. Ça, c'est pas notre façon de fonctionner quand on connaît un peu. Mais on a évolué depuis. La colonisation est passée par là. On a été transformé. Nous sommes le produit d'une histoire. Mais les fondamentaux, c'est la discussion. Nous ne devons pas oublier, malgré les formats modernes qu'on peut mettre en place, l'idée de discussion. Et Macky Sall lance un appel au dialogue parce que ça rappelle ce que nous sommes finalement, des gens qui discutons. Et quand on discute avec ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, on ne choisit pas les interlocuteurs. Mais quand le cadre est bien structuré, la discussion produit des bonnes choses, nécessairement. Mais là, également, il y a des questions à se poser. Les dialogues politiques, il y en a beaucoup sur le continent. Est-ce que souvent, ça ne sert pas à débusquer les lièvres? Bien, les dialogues politiques, notamment en Afrique centrale, pour ne pas citer certains pays, au moment où ces dialogues-là commencent, ils ont déjà les gènes de leur propre échec. Parce que c'est des processus extrêmement verrouillés, où on choisit carrément les interlocuteurs avec qui on discute, et où on a déjà quelques solutions, des agendas cachés, etc. Et les solutions qui en sortent ne surprennent pas grand monde, puisque parfois on est dans des schémas de révision déconsolidantes, c'est-à-dire des révisions qui, lorsqu'elles sont faites, déchirent encore un peu plus la société. À l'inverse, on a des révisions consolidantes qui, elles, forment un minimum de consensus, et on voit que la société se porte un peu meilleure. Donc, après les dialogues, nous sommes encore un peu plus divisés. Ça veut dire que les formats de dialogue qui sont mis en place sont à revoir, bien évidemment, parce que ceux qui de bonne foi appellent à bien faire les choses ne sont jamais attendus. Mais c'est des petits politiciens qui finissent par tirer leur épingle du jeu et gagner des positions au sommet de l'État après des dialogues, parce que c'est toujours la grande redistribution après les dialogues. Au-delà des sommes gaspillées lors des dialogues, il y a aussi le partage des postes, etc. Et on tourne un peu en rond. Je pense que le format global... Mais il est question dans la concertation, parce que le professeur Hamsatou Sow Sidibé a préféré parler de concertation, une concertation nationale pour discuter de questions sérieuses, notamment de la gestion notamment du pétrole, entre autres, parce que le Sénégal va devenir un pays producteur de pétrole bientôt. Donc il y a quand même un souci pour ce cas précis de penser dans l'intérêt de la communauté. Oui. Vous savez, nous ne sommes pas naïfs, et puis l'histoire des pays se poursuit. Ce n'est jamais achevé. Nous sommes dans des processus en construction permanente. Mais vous savez, il y a la naissance d'un bébé en Grande-Bretagne qui renseigne sur ce que sont les Britanniques, ce qui fait que les Britanniques tiennent ensemble, des symboles. Je crois que vous avez le pétrole au Sénégal. Ce serait une bonne opportunité pour dire qu'est-ce qu'on fait tous ensemble de ce pétrole. Je pense que si cette concertation intègre dans l'agenda des points comme la gestion du pétrole, etc., ce sera un bon signe, et Macky Sall n'aura rien perdu. Au contraire, il aura gagné à avoir associé tout le monde, et en termes de cohésion, je pense que stratégiquement, il montrerait là que c'était un grand politicien.
voilà, si c'est une opération de diversion, écoutez, les acteurs politiques sénégalais sont suffisamment vigilants pour dénoncer ça à la première heure. Donc voilà un point, à mon avis, qui est très intéressant et qui ferait que les Sénégalais vont encore donner au reste de l'Afrique un exemple probant. Alors, si on devait faire une comparaison un peu rapide, justement, on a les pays d'Afrique du Nord et ceux d'Afrique subsaharienne, il y a quand même des points qui se rejoignent en ce qui concerne notamment les manquements en matière de démocratie. Donc, ces pouvoirs qui sont concentrés entre les mains d'un seul individu ou bien d'un seul dirigeant. Oui, il y a des points communs, pas avec tout le monde. Il y a certains pays qui malheureusement sont toujours des moutons noirs, effectivement. Mais ce qui est intéressant, c'est les progrès politiques nécessaires que nous devons enregistrer, que l'Afrique doit enregistrer, l'alternance tant recherchée, et c'est légitime, ne doit pas constituer un motif pour ne pas avancer dans certains chantiers. En Afrique du Nord, ils n'ont pas attendu que la démocratie arrive pour avancer sur le chantier de la route. Vous allez d'Alger à Tizi Ouzou sur une bonne route, vous roulez bien. On n'a pas attendu la démocratie pour régler la question de la collecte des ordures. On n'a pas attendu la démocratie et même l'alternance pour régler la question de l'éducation. Je crois qu'il y a la société avec ses problèmes auxquels l'élite doit absolument trouver des solutions, face auxquels l'élite doit trouver des solutions. Et il y a les progrès nécessaires, démocratiques, qui davantage, selon moi, touchent à la cohésion du pays, à ce qui fait que la nation fait sens, à ce qui fait que tous nous regardions dans le même sens. Donc, ce que nous faisons comme erreur dans bien des pays d'Afrique subsaharienne, c'est que nous attendons la démocratie pour régler la question de l'école. Nous attendons la démocratie pour régler la question de la route. Mais quelle est cette façon de fonctionner? Au Rwanda, on a bien vu qu'ils n'attendent pas la démocratie pour progresser. Je préfère ce mot-là par rapport au mot développement. Et donc là, vous avez dissocié justement les questions de développement et la démocratie. Oui, je crois que la Chine nous l'a montré, un certain nombre de pays asiatiques nous le montrent. La démocratie n'apporte pas forcément le progrès, le développement. C'est une erreur. On peut avoir des gens qui profitent du système démocratique, des vrais paresseux, arrivent à la tête du pays et 10 ans après, on en est encore là. Je crois qu'il faut dissocier. Les populations africaines doivent se mobiliser pour le bien-être. Ça, c'est nécessaire. Mais à côté de ça, il y a les questions de liberté politique et civile auxquelles on doit s'attaquer. Et là, par contre, j'ai comme l'impression que c'est la politique qui règle ça, c'est la démocratie qui règle ça. Cette démocratie peut être à l'africaine. Chaque peuple a son expérience, a son histoire. Et plusieurs chefs d'État ont d'ailleurs défendu ce modèle de démocratie à l'africaine. Oui, mais c'est souvent ces paresseux-là qui s'abritent sur l'idée d'une démocratie africaine. L'idée d'une démocratie africaine voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les peuples eux-mêmes ont choisi d'adhérer à un modèle, à une vision, à une façon de faire. Mais ce n'est pas le bonhomme en question qui vient imposer quelque chose. Là, je crois que l'idée d'une démocratie africaine, c'est l'idée que les peuples ont choisi d'avancer d'une manière ou d'une autre, mais ce sont ces peuples-là qui ont choisi, de façon volontaire. Vous voyez? Là, c'est démocratique, parce que ça vient du peuple, même si ça ne ressemble pas à la démocratie de type électoral occidental, telle qu'elle se donne à voir, bien évidemment. Alors nous avons justement le cas du Bénin qui a été évoqué. Le Bénin également parmi les modèles démocratiques depuis toutes ces années. Et le Bénin qui s'est retrouvé avec cette crise née de l'élection législative du 30 avril dernier à laquelle l'opposition a été exclue pour des raisons évoquées par la Commission nationale électorale. Il y a eu des violences. Alors le Bénin qui se retrouve
selon, par exemple, GERDES Afrique, pour la première fois avec un taux de participation qui est en dessous de 50%. Bien sûr, 25, 26, 27%. C'est incompréhensible parce qu'il y avait eu dans la démarche un minimum de consensus. Ils étaient globalement tombés d'accord sur les dispositions du code électoral qui ont été touchées. La question, c'était la gestion du timing. Pourquoi à ce niveau, puisque vous avez commencé à discuter, ne pas poursuivre les discussions sur la question du timing? Pourquoi précipiter? Et quand on est fondamentalement démocrate, à quoi nous sert un Parlement qui est à 100% acquis à notre cause? La question qui suit, c'est quelles sont nos intentions quand on accepte qu'on ait un Parlement totalement acquis à notre cause? Je crois qu'il y a une forme d'imprudence parce que l'appétit pour les Béninois de la démocratie est réel. Et on a vu, heureusement que ça s'est calmé, on a vu la tension justement autour de cette question. J'espère que ce sont des convulsions liées à la maturité ou à l'entrée à la maturité d'un système, mais surtout pas un recul. Mais là, il faut continuer d'observer parce que c'est très tôt de tirer bien évidemment des conclusions. Les fondamentaux n'ont pas été touchés. Le nombre de mandats reste intact, etc. Donc, Patrice Talon a une échéance électorale. Il a pris de gros risques. Comment il va se présenter devant les Béninois dans quelques années, avec quel discours, sachant qu'il y a même eu des morts, il y a des gens qui sont secoués, etc. Je crois qu'il faut prendre le temps d'observer et voir. J'espère simplement, vous me permettez d'espérer, puisque je suis aussi citoyen africain, que ce n'est pas du tout un recul. Et donc, ceux qui sont des paresseux vont s'abriter sur cet exemple-là pour dire « Ah, vous voyez le Bénin, même on vous parlait d'un système autoritaire, etc. C'est ça qui convient, etc. » Je crois qu'il faut prendre le temps d'observer et voir ce que ça va donner. Il faut observer et voir ce que ça va donner. Il y a eu également une lettre adressée par l'ancien président Thomas Boni Yayi à ses pairs de la CEDEAO. En tout cas, on espère que la situation va s'apaiser durablement et que finalement les acteurs politiques au Bénin vont se mettre d'accord pour, bien entendu, régler définitivement la question. Mais ça augure d'une échéance présidentielle encore plus tendue. Bien évidemment, parce que finalement, Yayi Boni a repris les gants, et presque pas tout à fait dans le ring, mais il est revenu. Je crois que c'est des circonstances qui peuvent précipiter le retour d'un président. Et on pourrait donc avoir un peu le scénario à la Mathieu Kérékou, s'il n'y a pas, qui est parti et revenu. Ben, je crois que tout est possible, parce que Yayi Boni, il y a un regain de popularité. Vous savez qu'il a joué le jeu, il a transmis le pouvoir pacifiquement, et ça compte. Et donc il y a des figures comme ça qui, 3 ans après, alors qu'on était fâchés contre elles, peuvent à un moment donné revenir et rassurer par rapport à ce qui se passe actuellement. Il y a une forme d'intransigeance de la part du pouvoir actuel qui est incompréhensible, mais je pense qu'il ne faut pas tirer les leçons, ou du moins, les leçons de cette affaire trop tôt. Il faut laisser et voir. Nous avons encore le temps d'observer ce qui se passe, parce que tout ça est très frais. Donc il n'y a pas forcément le recul par rapport au Bénin. Quelle pourrait être la tentation d'un pouvoir lorsqu'il se retrouve avec une Assemblée nationale totalement acquise? Est-ce qu'à l'approche de la prochaine élection présidentielle, il n'y aura pas de tentation qui pourrait conduire à d'autres toilettages? C'est justement ce dont je faisais allusion. Et avec, bien évidemment, l'absence de débat, toutes les dispositions qui passent comme une lettre à la poste, je crois que de ce point de vue, les Béninois sont vigilants. On a cru comprendre que le président Talon appréciait beaucoup le président Kagame. Là aussi, est-ce que c'est pas... Mais il ne faut pas prêter des intentions, il faut voir. Lui-même avait dit qu'il ne ferait qu'un mandat. C'est bien, les campagnes électorales, les acteurs parlent et on note avec soin ce qu'ils disent.
Et on verra s'il va remettre en cause sa propre parole et s'il a d'autres velléités. Mais ça ne fera, à mon avis, que décrédibiliser la personne, si bien évidemment il dit le contraire, exactement le contraire de ce qu'il avait annoncé. Alors, nous sommes progressivement en train d'arriver au terme de cette émission, hein, un numéro consacré au régime politique africain. Quel modèle politique pour les Africains? C'est ce qui a été le thème de cette tribune du mardi en compagnie d'André Adjo. André Adjo, le continent africain, les pays du continent africain ont de nombreux défis à relever pour accélérer le développement des pays d'Afrique, des pays africains au sud du Sahara. De votre point de vue, et ce sera certainement la dernière intervention, quel est le modèle qu'il faudrait? Un modèle de type présidentiel ou un modèle classique? Oui, moi je suis très réservé et j'avoue ne pas avoir de réponse tout à fait claire à ce sujet, vous me pardonnerez. Je crois davantage que, quel que soit le modèle, si les citoyens sont terriblement absents, il n'y aura rien. Ce qu'il faut régler avant tout, c'est la présence des citoyens. Comment faire en sorte qu'il y ait une citoyenneté active en Afrique, de façon à ce que, quel que soit le modèle qui est choisi, les populations portent ce modèle. Vous avez un leadership isolé, un leadership artificiel qui s'agite sans connexion réelle avec le pays. Vous voyez que ça pose problème. Donc, quel que soit le modèle qu'on choisira, si on n'a pas réglé la question de la participation citoyenne au projet collectif que la société se donne, je crois qu'on se sera donné la peine de réfléchir à un modèle, on n'aura pas réglé le problème, notamment des progrès nécessaires que nous devons accomplir. Mais c'est une réponse provisoire, puisque la question est tellement grande et tellement pertinente qu'il faut encore réfléchir, mais ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est une réflexion d'ensemble. André Adjo, merci. On suppose que vous continuerez la réflexion au sein du Centre national de recherche scientifique et technologique du Gabon, Sénarest. Merci André Adjo d'avoir été en notre compagnie. Et il y a aussi eu le professeur Amsatousso Sidibé, spécialiste des questions juridiques et politiques et acteur politique au Sénégal. Première femme candidate à l'élection présidentielle de 2012. On aurait pu avoir également le journaliste, analyste politique Yorodia, qui n'a pas été disponible pour cette fois, mais ce n'est que partie remise. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale. Et surtout, merci de ne jamais désespérer de l'Afrique, car l'Afrique est la mamelle du monde. Très bonne suite de programme.